L'atmosphère de la cabine de première classe s'épaissit lorsque la voix du capitaine Marcus Thorne perça la tension. Son regard se posa sur Serena, s'attendant à une soumission, une reconnaissance rapide de son autorité incontestée. Pourtant, Serena resta imperturbable, d'une voix ferme et claire, lorsqu'elle répondit « Le problème n'est pas l'espace. C'est une question de respect et de consentement. Vous ne pouvez pas déplacer mes affaires sans autorisation. » Thorne serra les mâchoires. Ce n'était pas la soumission qu'il exigeait. Ses yeux se plissèrent, brillant d'une colère sourde sous son air calme. L'homme du 3C, toujours narquois et suffisant, se tortilla, mal à l'aise, sentant que la bataille s'était déplacée de sa plainte insignifiante concernant ses bagages. « Refusez-vous un ordre direct de l'hôtesse de l'air » demanda Thorne d'un ton sec et autoritaire, sa large silhouette surplombant Serena comme un nuage d'orage prêt à éclater. « Je refuse un ordre illégal » répondit Serena, inflexible. Les actions de votre hôtesse de l'air ont violé mes droits de passagère et de propriétaire. Elle soutint son regard bleu pâle avec impassibilité, l'intensité sereine de son regard ne trahissant en rien le feu qui l'animait. L'espace d'un instant, le silence s'abattit sur la cabine. Les murmures des passagers de première classe, curieux, s'apaisirent devant ce choc des volontés non pas entre de simples inconnus, mais entre l'autorité et le pouvoir. La voix de Thorne se réduisit à un murmure dangereux. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Les lèvres de Serena s'étirèrent en un léger sourire entendu. « Toi non plus. » Soudain, la vitre noire et lisse d'une Dodge chargée noire à proximité s'abaissa, le grondement de son moteur étant bas et imposant. Toute l'attention de la cabine se porta vers l'avant de l'avion, où la porte du cockpit s'ouvrit. Il était là, Vin Diesel. Pas la star de cinéma, mais la véritable force d'Ora Airlines, le milliardaire anonyme qui contrôlait toute la flotte et chaque décision de l'entreprise. Sa présence était magnétique et immuable. La tension dans la cabine se modifia sensiblement. L'assurance de Thorne s'affaiblissait, son attitude autoritaire s'affaiblissait à mesure qu'il observait la silhouette imposante de l'homme. Le regard de Vin se posa sur Thorne avec une intensité qui en disait long. Aucun mot n'était nécessaire pour transmettre ce message tacite, c'est fini maintenant. Maya se tourna de nouveau vers Thorne, d'une voix basse mais résolue. « Tu crois encore que je suis un simple passager ?» La bouche de Thorne s'ouvrit et se ferma, luttant pour trouver ses mots mais incapable d'en trouver. La voix de Vin rompit le silence, calme mais ferme. « Capitaine, retournez au cockpit. Cette affaire est close. » Sans hésitation, Maya se leva gracieusement, dépassant les passagers stupéfaits et le capitaine visiblement secoué. Elle se glissa sans effort sur le siège passager de la chargée qui l'attendait tandis que la portière se refermait derrière elle. Le moteur ronronna et, dans un grondement profond, la voiture s'éloigna, laissant derrière elle des murmures et de grands yeux, les échos d'une dynamique de puissance renversée à 35 000 pieds. Dans la voiture, Maya expira doucement, ses doigts tapotant légèrement son genou. Vin jeta un coup d'œil, un léger sourire narquois aux lèvres. « C'était théâtral, dit-elle doucement. » Le demi-sourire de Vin s'accentua. Parfois, le pouvoir a besoin d'une petite démonstration. Il continuait à parler, le ton devenant de plus en plus hostile, réprimandant le garçon pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Chaque mot était comme un coup verbal, empreinte de colère et de préjugés. Il accusait Tyler d'être impliqué dans un problème plus vaste, brandissant des stéréotypes généraux et offensants sur les Noirs et les rendant responsables du déclin du quartier. Ses remarques étaient cruelles, empreintes de dédain et de partialité. La vérité ne semblait pas lui importer. Il semblait savourer l'occasion de déverser sa frustration sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Chaque mot était empreint de mépris, ce qui faisait que Tyler se sentait plus petit, plus faible et piégé. La voix de Tyler tremblait tandis qu'il tentait de parler. En larmes, il affirmait n'avoir rien volé. Il expliquait qu'il se rendait simplement au parc pour retrouver des amis et qu'il ne savait même pas à quel vol le policier faisait référence. Ses paroles étaient fragmentaires, entrecoupées de sanglots qui secouaient sa frêle silhouette. Mais le policier a balayé son explication, la qualifiant de mensonge. D'un geste impatient, l'officier interrompit Tyler au milieu de sa phrase. Sa voix se fit plus forte, exigeant des aveux. Se penchant plus près, son ombre plana sur Tyler, et il lança de nouvelles accusations. Tyler secoua la tête avec frénésie, les larmes aux yeux, suppliant l'officier de le croire. Il affirmait dire la vérité, mais ses paroles auraient tout aussi bien pu être invisibles. La frustration de l'agent grandissait à chaque dénégation, sa voix s'élevant, résonnant comme le tonnerre contre les murs.
La petite pièce semblait lourde et étouffante. Les sanglots de Tyler emplissaient le silence entre les accusations acerbes crues et incessantes. Pourtant, l'agent resta impassible, insista davantage, exigeant de savoir ce que Tyler avait fait des objets volés, d'un ton lourd d'accusation. Les supplications de Tyler pour la justice furent ignorées, remplacées par l'insistance brutale de l'agent sur la culpabilité. La situation s'envenima. L'agent faisait les 100 pas devant la chaise, tendu et impatient. Tyler tremblait, légèrement penché en avant, agrippé à la chaise comme si c'était son seul point d'ancrage. Les propos de l'officier devinrent encore plus virulents, ses commentaires sur les noirs cruels et dégradants. Il présentait Tyler comme un élément d'un problème collectif, gommant son individualité et son humanité. L'agression verbale semblait interminable, chaque accusation plus lourde que la précédente. Tyler avait beau jurer son innocence, l'officier refusait de le croire. Il était clair que sa décision était prise. Plus Tyler tentait d'expliquer, plus l'agent devenait agressif, sa colère se muant en hostilité ouverte. L'air devenait étouffant, la tension insupportable. Les cris de Tyler s'amplifiaient, sa voix se brisant sous l'effort. Il était épuisé émotionnellement et physiquement, chaque accusation le plongeant davantage dans le désespoir. Mais malgré la peur et la confusion, Tyler ne cédait pas. Il s'accrochait à la vérité, refusant d'avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque déni semblait attiser la rage de l'officier. Pourtant, Tyler tenait bon. L'interrogatoire s'éternisait, chaque minute s'étirait interminablement, chaque seconde était pleine d'injustice. Des larmes perlaient à sa chemise, sa silhouette frêle tremblait de façon incontrôlable. L'agent, visiblement frustré, ne semblait pas vouloir s'arrêter. Sa détermination à imputer le vol à Tyler l'emportait sur tout désir de vérité. La pièce vibrait des sanglots de Tyler et des accusations acerbes de l'agent, chargées d'oppression et de colère. La tension montait dans la salle d'interrogatoire. Tyler était affalé sur sa chaise, tremblant, le visage baigné de larmes, un mélange de peur et de confusion. Ses yeux gonflés se posaient, impuissants, sur l'officier qui se tenait au-dessus de lui. L'officier subalterne faisait les 100 pas, l'agitation grandissant à chaque dénégation. Il haussait la voix plus souvent, répétant des accusations infondées. Au moment où il aboyait une autre question, la porte s'ouvrit en grinçant, rompant la tension. L'officier subalterne se retourna brusquement et se tut lorsqu'un officier supérieur entra. L'atmosphère changea instantanément. L'officier supérieur s'arrêta sur le seuil, son regard se posant sur le garçon. Tyler leva les yeux, les larmes aux yeux, croisant le regard calme du nouveau venu. L'expression de l'officier supérieur s'adoucit, l'inquiétude se lisant sur son visage. Il observa l'état débraillé de Tyler, les rougeurs de son visage, les larmes humides, l'affaissement de ses épaules. Quelque chose le fit reconnaître, une lueur de familiarité. Tandis que l'officier l'observait, sa voix était calme et posée, contrastant fortement avec l'hostilité du début. Il parla doucement, demandant des nouvelles de Tyler, d'un ton empreint d'attention. Tyler cligna des yeux, incertain de la réponse à lui donner. La chaleur dans la voix de l'officier supérieur lui parut étrange après tant de cruauté. Tyler ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'officier subalterne intervint, désormais sûr de lui. Il fit un geste vers Tyler, expliquant avec assurance ce qu'il croyait être arrivé. Il se vantait d'avoir attrapé le garçon, le présentant comme le coupable du vol. Sa voix exprimait la fierté, convaincu de sa réussite. Il désignait Tyler comme preuve, espérant une approbation. Mais l'expression de l'officier supérieur changea instantanément. Dès que le subalterne qualifia Tyler de voleur, la confusion et le doute traversèrent son visage. Ses sourcils se froncèrent, l'incrédulité s'insinuant. Quelque chose n'allait pas. Il leva la main, interrompant le récit de l'officier subalterne. D'un ton ferme mais calme, il demanda des éclaircissements. Il voulait savoir exactement pourquoi le garçon était accusé. La question coupa court à la tentative de l'officier subalterne de déformer son récit. L'agent subalterne hésita, puis répéta sa déclaration, désignant à nouveau Tyler du doigt. Il raconta l'avoir aperçu devant le magasin et insista sur le fait que son comportement semblait suffisamment suspect pour justifier une arrestation. Sa voix devint insistante, attendant un accord. Mais à mesure que les mots jaillissaient, les yeux de l'officier supérieur s'écarquillèrent de stupeur. Une soudaine révélation le frappa tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. La familiarité qu'il avait ressentie en voyant Tyler pour la première fois avait soudainement pris du sens.
Son expression passa de la confusion à la certitude. Il secoua fermement la tête, interrompant le jeune officier au milieu de sa phrase. Tyler n'était pas un voleur, a-t-il déclaré. Il n'avait rien à voir avec le vol. Les mots suivants de l'officier supérieur frappèrent la pièce comme le tonnerre. Tyler est le fils du chef de la police. La révélation frappa l'officier subalterne comme un mur. Son assurance s'effondra instantanément, remplacée par une panique totale. Son visage se vida de ses couleurs tandis que le poids de son erreur s'imposait. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il bégayait faiblement, son ancienne arrogance disparut, remplacée par la peur. La pièce, autrefois remplie d'accusations et des protestations sanglotantes de Tyler, tomba dans un lourd silence. L'officier subalterne jeta un coup d'œil à Tyler, son regard dépourvu d'autorité et rempli de désespoir. Le garçon, toujours tremblant, leva les yeux vers les deux hommes, le visage strié de larmes, marqué par la confusion et l'épuisement. L'avion entamait sa descente finale vers Heathrow, la douce lumière matinale filtrant par les hublots. Un sentiment de catastrophe imminente envahissait la cabine. Pour la plupart des passagers, ce n'était que la fin d'un vol. Mais pour Serena Monroe, ce fut le début d'une prise de conscience. Et pour le commandant Marcus Thorne, c'était la fin de tout. À son insu, un simple message texte envoyé avant le décollage avait déclenché une tempête de feu au sein de l'entreprise, juste au-delà de la passerelle. Thorne atterrit en douceur, un atterrissage parfait qui, en réalité, lui donna l'impression d'être le crash de sa vie. Alors que le vol 723 d'Ora Airlines roulait vers sa porte d'embarquement désignée au terminal 3 d'Heathrow, il sentit une lueur d'espoir lui revenir. L'atterrissage avait été impeccable. Il était de retour sur la terre ferme, dans un aéroport familier. Il se persuada que l'incident, bien que regrettable, pouvait être maîtrisé. Il rédigerait un rapport soulignant le comportement perturbateur et insubordonné du passager, présentant la gifle comme une mesure mesurée visant à éviter une escalade. Sa parole celle d'un capitaine chevronné de 25 ans contre un inconnu. Peut-être qu'il subirait une réprimande, peut-être une épreuve de gestion de la colère, mais il survivrait. Après tout, il était le capitaine Thorne. La passerelle s'est amarrée avec un léger choc. Le signal sonore de ceinture de sécurité a retenti. La voix de Thorne s'est fait entendre dans l'interphone, tendue mais semblant normale. Mesdames et messieurs, bienvenue à Londres Heathrow. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol avec Ora Airlines. Un soupir de soulagement collectif parcourut la cabine de première classe. L'épreuve était terminée. Les passagers se levèrent, rassemblant leurs affaires, impatients d'échapper à l'atmosphère tendue. Serena Monroe resta assise, observant la porte de la cabine avec une attente patiente. Thorne sortit du cockpit, sa casquette sous le bras, le visage affichant un calme professionnel soigneusement dessiné. Il comptait se tenir près de la porte, comme de coutume, pour saluer les passagers ou une ultime affirmation de son autorité. Brenda se tenait à ses côtés, pâle, le sourire fragile. La porte de la cabine s'ouvrit pour révéler une scène à laquelle personne ne s'attendait. Aucun policier n'attendait menotté, aucun membre de la famille furieux prêt à affronter le capitaine. À la place, une petite délégation, d'une importance extrême et d'une panique palpable, se tenait sur la passerelle. À l'avant se trouvait Julian Croft, PDG d'Ora Airlines. La cinquantaine, impeccable costume de Savile Row, mais le visage blême, les sourcils luisants de sueur, le regard rivé nerveusement vers l'entrée de l'avion. À ses côtés se trouvait Eleanor Vance, responsable du service juridique européen de la compagnie aérienne, et un homme costaud en costume sombre, marqué comme responsable de la sécurité aéroportuaire. Julian scruta du regard les passagers qui débarquaient, les congédiant avec impatience. Il cherchait quelqu'un. Son regard se posa sur Serena. Ignorant la file de passagers de première classe, Julian et son entourage la dépassèrent et montèrent dans l'avion, se dirigeant directement vers le siège 3A. D'autres passagers, dont l'homme d'affaires du 3C, se sont arrêtés net, observant la scène dans un silence stupéfait. Julian Croft s'arrêta devant Serena, une posture mêlant déférence et terreur. Avec une légère révérence, presque imperceptible, il murmura « Mademoiselle Monroe, au nom de toute la compagnie, je suis profondément désolé. Vous allez bien? Venez avec nous. Un salon privé et une voiture vous attendent. Mademoiselle Monroe. » Le nom résonna dans la cabine silencieuse. Le capitaine Thorne, debout près de la porte, ressentit une secousse, comme s'il avait touché un fil sous tension. Monroe.
Le nom lui trottait dans la tête un extrait d'une note d'entreprise sans intérêt, liée au nouveau propriétaire, SM Capital Group. SM. Serena Monroe. C'était impossible. C'était impossible. Serena se leva lentement, son regard balayant le PDG terrifié, pour finalement se poser sur Thorne. Elle soutint son regard, angoissée. Pas de colère. Pas de triomphe. Seulement une finalité calme et dépassionnée, comme un juge qui aurait déjà prononcé sa sentence. Elle fit un signe de tête sec à Julian. Merci, Julian. Je reviens tout de suite. Puis elle marcha vers l'hôtel. Passant devant Monsieur Peterson, elle marqua une pause. Monsieur Peterson, dit-elle d'une voix claire et chaleureuse pour la première fois. Mon équipe juridique vous contactera. Merci pour votre intégrité. Monsieur Peterson, bouche bée d'étonnement en reliant les poings, hocha simplement la tête. Bien sûr, mademoiselle Monroe. Quand vous voudrez. Serena atteignit l'avant de l'avion et s'arrêta juste devant le capitaine Thorne et Brenda. Le PDG et son équipe se tenaient derrière elle, craignant de respirer trop fort. Thorne sentit le sang lui quitter le visage. Sa peau se glaça. La réalité soigneusement construite depuis des décennies se brisa autour de lui comme du verre. L'inconnu en survêtement en cachemire, la jeune femme perturbatrice Miss Monroe le silencieux MSM Capital. Le visage de Brenda passa de la confusion à une horreur naissante. Son esprit, incapable d'assimiler ce changement de pouvoir cataclysmique, s'éteignit. Ses yeux se révulsèrent et, dans un léger soupir, elle s'évanouit, s'effondrant en un tas de polyester et d'hypothèses brisées. Thorne n'a pas remarqué. Il était prisonnier du regard de Serena Monroe. Il ouvrit la bouche pour parler haut pour s'excuser, s'expliquer, supplier mais aucun mot ne sortit. Sa voix, autrefois instrument de commandement, l'abandonna. Serena ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Après un dernier regard dédaigneux, elle se retourna et descendit de l'avion, flanquée des plus hauts responsables de la compagnie. Julian Croft jeta un regard par-dessus son épaule à Thorne, un mélange de fureur et de terreur. « Ne bouge pas, siffla-t-il. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Le capitaine Marcus Thorne se tenait figé dans l'embrasure de la porte de son avion, le royaume où il avait été monarque absolu quelques minutes auparavant. Il n'était plus capitaine. Juste un homme, terriblement petit, qui avait giflé un milliardaire et dont le procès était sur le point de commencer. La salle de réunion principale du siège d'Ora Airlines à Londres était un lieu de pouvoir immense. Une longue table en acajou poli reflétait l'horizon maussade de Londres à travers des baies vitrées. Une pièce conçue pour les contrats à plusieurs milliards de dollars et les stratégies d'entreprise impitoyables où les carrières se construisaient et se défaisaient d'un simple hochement de tête. Aujourd'hui, c'était une salle d'audience. Serena Monroe était assise à la tête de la table, à sa place légitime. Après quelques heures passées dans la luxueuse suite mise à sa disposition pour se doucher et se changer, sa simple tenue d'intérieur en cachemire avait disparu, remplacée par un tailleur pantalon bleu marine impeccable et un chemisier en soie. Ses cheveux étaient impeccables, son expression sereine. Elle ressemblait en tout point à la figure redoutable et intouchable qu'elle était. La légère marque rouge sur sa joue avait disparu, mais son souvenir persistait comme un fantôme dans la pièce. En face d'elle étaient assis Julian Croft et Elena Vance, responsables juridiques. Ils avaient des piles de dossiers, mais n'osaient pas les ouvrir, immobiles et silencieux, attendant qu'elle prenne la parole. « Faites-les entrer », dit finalement Serena, sa voix résonnant légèrement dans la vaste pièce silencieuse. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Le capitaine Marcus Thorne et Brenda furent escortés à l'intérieur, l'air complètement brisé. L'uniforme de Thorne, autrefois symbole de fierté et d'autorité, ressemblait désormais à un costume sur un homme qui aurait rétréci. Son visage était pâle et hagard. Brenda, ranimée par l'eau, pleurait depuis 2 heures d'affilée. Son maquillage était un désastre, ses yeux gonflés et rouges. Ils furent conduits vers 2 chaises placées au centre de la pièce, loin de la table, comme des accusés dans un box. Les yeux de Thorne parcoururent la pièce à l'opulence, les visages sinistres et se posèrent finalement sur Serena. Les derniers vestiges de son déni s'évaporèrent, remplacés par la certitude écœurante de son destin. Serena laissa le silence s'étendre, un outil qu'elle maniait avec une grande efficacité. Elle les laissa mijoter la peur, les forçant à affronter le gouffre entre leur pouvoir d'il y a quelques heures et la ruine à laquelle ils étaient maintenant confrontés. Finalement, elle se pencha en avant, les mains jointes sur la table. « Capitaine Thorne », commença-t-elle d'une voix d'une douceur désarmante,
j'aimerais vous donner l'occasion d'expliquer vos actions sur le vol 723 ce matin. Thorne déglutit difficilement, la pomme d'Adam tressaillant. Il s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Monroe, je vous présente mes plus sincères excuses. Mon comportement était peu professionnel. J'étais très stressé. Le passager, commença-t-il, se reprit. Vous n'avez pas respecté les instructions de l'équipage, et j'ai pris une décision. Une décision terrible, terrible. Un jugement, répéta Serena d'une voix neutre. Parlons de ce jugement. Quand vous m'avez regardé, capitaine, qu'avez-vous vu? J'ai vu un passager perturber la circulation, balbutia-t-il en évitant son regard. Non, dit Serena d'une voix plus dure. Ce n'est pas ce que tu as vu. Sois honnête. Tu as vu une jeune femme noire qui, selon toi, n'avait rien à faire dans ta cabine de première classe. Tu as vu quelqu'un que tu pouvais intimider, quelqu'un que tu pouvais brutaliser, quelqu'un dont tu pouvais ignorer la présence sans conséquence. Votre jugement ne reposait pas sur les protocoles de sécurité. Il reposait sur des préjugés. Vous n'avez pas vu de passager. Vous avez vu un problème qui correspondait à un profil que vous avez en tête. Elle marqua une pause, laissant l'accusation tomber avec la force d'un coup physique. Et lorsque votre autorité s'est heurtée à une défiance calme et silencieuse au lieu de la soumission que vous attendiez, vous avez eu recours à la violence. Vous m'avez frappé. Elle tourna son regard vers Brenda, qui tressaillit comme si elle-même avait été frappée. Et toi, Brenda, ton rôle est d'assurer la sécurité et le confort de tous les passagers. Pourtant, tu as immédiatement pris le parti de l'homme à l'air plus riche. Tu as ignoré la procédure. Tu as manqué à la courtoisie élémentaire. Et vous avez transformé un problème mineur en une confrontation majeure parce que vous aussi, vous avez porté un jugement. Vous n'étiez pas une hôtesse de l'air. Vous étiez une facilitatrice. Brenda éclata de nouveau en sanglots. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Si j'avais su qui tu étais, j'aurais. Tu aurais quoi? La coupa Serena, la voix glaciale. Il m'a gratté, il m'a flatté? C'est là tout l'enjeu. Peu importe qui je suis. Que je sois le propriétaire de cette compagnie aérienne ou un étudiant voyageant pour la première fois, le respect doit être absolu. Le fait que vous me traiteriez différemment si vous aviez su est précisément la raison pour laquelle vous n'êtes pas apte à occuper ce poste. Serena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville tentaculaire en contrebas. Julan, dit-elle sans se retourner, lorsque mon entreprise a acquis cette compagnie aérienne, nous n'avons pas seulement acheté des actifs. Nous avons acheté une marque, une réputation aujourd'hui ternie. J'ai découvert que cet incident n'est pas une anomalie. Un examen préliminaire des plaintes des clients révèle une tendance inquiétante à rejeter les passagers issus de minorités. Le capitaine Thorne a été cité dans 3 plaintes antérieures pour son comportement abrasif et discriminatoire, toutes rejetées par un examen interne avec une simple tape sur les doigts. Julian Croft pâlit visiblement. Il savait que c'était vrai. Il avait été plus facile de protéger un pilote expérimenté que de s'attaquer à la corruption systémique. Serena se retourna pour faire face à la pièce, ses yeux flamboyants d'un feu froid. Il ne s'agit pas de ma joue, qui est cicatrisée. Il s'agit de la santé de ma compagnie. Capitaine Thorne, vos actions ont prouvé que votre jugement est un handicap catastrophique. Vous représentez un danger pour les passagers, l'équipage et la marque. Brenda, votre complaisance et vos préjugés démontrent une incapacité fondamentale à comprendre les principes de base de votre rôle. Elle regarda Julian. Votre contrat avec Aura Airlines est résilié, avec effet immédiat. Thorne s'affala sur sa chaise comme si on lui avait amputé la colonne vertébrale. Ma pension, murmura-t-il d'une voix brisée. Mes 25 ans. Eleanor Vance, l'avocate, a parlé pour la première fois, sa voix était nette et impitoyable. Votre pension est soumise au terme de votre contrat de travail, qui comprend une clause de licenciement pour faute grave, notamment agression d'un passager. Nous étudierons toutes les options. Vous aurez de la chance si vous en percevez une fraction. Serena a alors porté le coup dévastateur final. De plus, a-t-elle déclaré d'une voix autoritaire, nous coopérons pleinement avec les autorités britanniques et la FAA. Une copie de la vidéo de M. Peterson, sa déclaration sous serment et celle de 3 autres passagers de première classe leur ont déjà été transmises. Nous recommanderons le retrait total et définitif de votre licence de pilote. Tu ne seras plus jamais commandant d'avion. Ni pour cette compagnie, ni pour aucune autre.
Il s'agissait d'une exécution d'entreprise rapide, totale et absolue. Thorne n'a pas seulement perdu son emploi. Il a perdu son identité, son avenir, l'œuvre de toute une vie, tout cela à cause d'un seul acte arrogant et empreint de préjugés. Il fixa l'abîme, comprenant enfin le véritable sens du pouvoir, non pas la petite autorité qu'il exerçait dans sa cabine, mais le pouvoir silencieux et transformateur du monde de la femme qu'il avait frappé. Les conséquences de l'exécution en conseil d'administration ne furent pas un événement isolé, mais un lent et laborieux processus de démantèlement. Ce fut une onde de choc qui ne se répercuta pas seulement à l'extérieur, mais s'infiltra jusqu'au fondement même de la vie que Marcus Thorne et Brenda avaient bâtie. Pour eux, le karma est devenu une réalité quotidienne, une série de vérités froides, dures et inévitables. La chute du capitaine Marcus Thorne fut un exemple magistral d'humiliation publique et de désintégration privée. L'équipe juridique d'Ora Airlines, agissant avec l'efficacité zélée de soldats défendant une nouvelle reine, présenta aux autorités britanniques et aux régulateurs de l'aviation un dossier si solide qu'il ressemblait davantage à un cercueil. La vidéo du téléphone d'Arthur Peterson est devenue la preuve un enregistrement accablant et irréfutable de son agression. Face à la perspective d'un procès long et ternissant sa réputation, et d'une peine de prison certaine, Thorne a accepté une négociation de peine pour une accusation d'agression moins grave. Il a échappé à la prison, mais a été condamné à une vie de honte. La véritable sentence n'a pas été prononcée devant un tribunal, mais devant le tribunal de ses pairs. La FAA et la CIA, dans une rare déclaration commune, ont décrit ses actions comme un échec catastrophique de tempérament et ont révoqué définitivement sa licence. Le document, dépouillé de tout jargon, le déclarait inapte au commandement. L'homme, dont l'identité était entièrement liée à son uniforme, à son indicatif d'appel et à la vue qu'il offrait à 10 600 mètres d'altitude, était irrévocablement cloué au sol. Sa mort professionnelle fut rapide, mais son déclin personnel fut lent. Il a essayé de mettre à profit ses 25 années d'expérience dans un rôle d'instructeur de simulateur, mais le monde de l'aviation est un petit village de commérages. L'histoire du capitaine qui aimait bien se taper dessus est devenue un récit édifiant murmuré dans les cockpits et les salons des équipages, de Dubaï à Dallas. Personne ne voulait l'embaucher. Son nom était toxique, un risque qu'aucun assureur ne voulait prendre. La fierté qu'il avait autrefois définie s'est transformée en une rage amère et impuissante, qui s'est lentement dissoute en un désespoir creux. Il a vendu la grande maison de banlieue, celle avec la piscine qu'il utilisait rarement et le garage pour 3 voitures pour couvrir la montagne de frais juridiques. Sa femme, qui avait épousé un commandant des airs, se rendit compte qu'elle avait peu de patience pour un homme brisé qui passait ses journées à fixer le plafond. Elle le quitta 6 mois plus tard. Thorne a emménagé dans un appartement terne de 2 pièces donnant sur une autoroute, où le rugissement constant de la circulation était un piètre substitut au rugissement des réacteurs. Son dernier poste fut celui de répartiteur dans une entreprise régionale de transport routier dans l'Essex. Son monde s'est réduit à un écran d'ordinateur fissuré et à un casque radio. Sa voix autoritaire, autrefois utilisée pour guider une machine de 200 tonnes à travers les orages, était désormais utilisée pour acheminer des cargaisons de poissons congelés et de pièces industrielles. Gros camion 12, vous êtes autorisé à prendre la sortie M25. Attention au retard près de Dartford. Parfois, par temps clair, il voyait la traînée de condensation d'un vol transatlantique traverser l'étendue bleue au-dessus de lui ou une aiguille d'argent traçant un chemin vers un monde auquel il ne pouvait plus accéder. À ces moments-là, il ne ressentait aucune colère, juste une douleur immense et vide, la douleur fantôme d'une vie amputée. Le karma de Brenda était une torture de répétition plus silencieuse et plus insidieuse. Licencié pour faute grave, sa carrière de 30 ans s'est évaporée sans indemnité de départ ni pension. Son point noir ne résidait pas seulement dans le fait d'avoir permis une agression, mais dans un manquement fondamental à son devoir professionnel, une phrase qui la rendait inemployable dans tout rôle en contact avec la clientèle d'une compagnie aérienne. Elle s'est retrouvée à la dérive sur un marché du travail où il n'y avait pas de place pour une femme de 50 ans possédant des compétences hautement spécialisées mais désormais inutiles. Elle a finalement trouvé du travail comme hôtesse dans un TGI Friday dans un centre commercial tentaculaire, le genre d'endroit qu'elle avait l'habitude d'admirer depuis le ciel. L'uniforme impeccable a été remplacé par un polo rayé rouge et blanc criard qui était perpétuellement collant. Sa vie est devenue une boucle de sourires forcés, de clients condescendants et d'une litanie sans fin de « Combien de personnes êtes-vous dans votre groupe ?» Chaque jour, elle était obligée d'être agréable envers des gens qui la traitaient comme un bruit de fond, un objet fonctionnel pour les conduire à une table. C'était un miroir parfait et écrasant du dédain qu'elle avait montré à Serena. Elle voyait son propre dédain se refléter sur elle 100 fois par jour dans les soupirs impatients des acheteurs et les sourires suffisants des adolescents.
Elle n'a jamais éprouvé de véritable remords, seulement un profond sentiment d'apitoiement sur elle-même. Elle ne regrettait pas son préjugé, seulement de l'avoir dirigé contre la mauvaise personne. L'incident du 23 juillet est devenu une légende au sein d'Aura Airlines, une fable d'entreprise marquant une ligne définitive entre l'avant et l'après. Serena Monroe ne s'est pas contentée de punir les contrevenants. Elle était déterminée à détruire la culture qui les avait créés. Elle a lancé l'initiative Dignité et Service, une rééducation obligatoire de fond en comble pour toute l'entreprise. Il ne s'agissait pas d'une série de présentations PowerPoint ennuyeuses. Elle a fait appel à des sociologues, des négociateurs d'otages et des travailleurs sociaux expérimentés pour animer des ateliers de jeux de rôle immersifs. Les pilotes ont été contraints de jouer le rôle de passagers effrayés et ne parlant pas anglais. Les agents de bord ont reconstitué des scénarios impliquant des passagers présentant des handicaps cachés. Les cadres ont passé une journée à travailler au comptoir d'enregistrement. Face à la résistance de la vieille garde, un choix simple s'est imposé, s'adapter ou partir. Nombreux sont ceux qui ont choisi de prendre une retraite anticipée. Serena a promu une femme vive et empathique, Priya Sharma, au poste nouvellement créé de responsable de l'expérience passager. Priya, fille d'immigrés ayant elle-même subi des discriminations occasionnelles, est devenue l'arme de Serena. Elle a mis en place un système de signalement sans faute permettant aux équipages de signaler les comportements discriminatoires de leurs collègues sans crainte de représailles. Elle a lié 30% de la prime de chaque cadre supérieur à des améliorations mesurables de la satisfaction client des minorités. Le marketing de la compagnie aérienne a été révolutionné. Les publicités épurées et impersonnelles d'avions survolant des camions ont été remplacées par des portraits intimistes, dignes d'un documentaire, de passagers et d'équipage, une femme noire âgée rendant visite à ses petits-enfants au Nigeria, un jeune couple homosexuel en lune de miel, une hôtesse de l'air avec une prothèse. Le slogan était simple et percutant, Aura Airlines. Chaque voyage compte. Chaque personne compte. Le message était clair. Ce n'était plus la compagnie aérienne de votre père. Des mois plus tard, Serena se tenait devant la baie vitrée de son bureau new-yorkais, contemplant les lumières de la ville. Sur son bureau se trouvait le dernier rapport trimestriel. Les bénéfices avaient augmenté de 18%, mais ce n'était pas le chiffre qui comptait. Les réclamations clients avaient diminué de 72%. La compagnie aérienne venait de remporter 3 prix distincts pour l'amélioration du service client et l'excellence de sa culture d'entreprise. Elle repensa à ce moment dans l'avion, le choc de la gifle, la chaleur sur sa joue, la rage glaciale qui s'était solidifiée en elle. C'était un moment de profonde violation, un rappel brutal et hideux d'un monde qui la voyait encore comme inférieure. Mais elle n'avait pas cherché une simple vengeance. La vengeance aurait consisté à licencier Thorne et à laisser l'entreprise poursuivre son lent déclin. Elle avait recherché quelque chose de bien plus difficile et de bien plus satisfaisant, la justice systémique. Elle avait utilisé son pouvoir non pas comme une massue pour punir, mais comme un scalpel pour exciser le cancer au sein de sa propre entreprise. Marcus Thorne et Brenda avaient été cloués au sol, leur vie réduite à de simples récits édifiants. Mais à leur place, des milliers d'autres passagers et membres d'équipage avaient reçu les ailes de la dignité et du respect. Le passager invisible avait enfin forcé le monde entier à regarder de plus près, et ce faisant, avait permis à chacun d'être vu. 2 ans passèrent. Dans le monde en constante évolution des redressements d'entreprise, 2 ans peuvent sembler une éternité. Pour Aura Airlines, ce fut une renaissance. Sous la direction ferme et discrète de Serena Monroe et le leadership dynamique et visible de Priya Sharma, la compagnie était devenue la coqueluche du secteur. Elle n'était plus seulement un transporteur, c'était une étude de cas. La Harvard Business School a évoqué sa transformation culturelle. Les concurrents, autrefois dédaigneux, se sont empressés d'imiter son modèle de dignité et de service, notamment après qu'une compagnie aérienne rivale a été impliquée dans un scandale viral concernant les mauvais traitements infligés à un passager handicapé. Aura, autrefois au bord de la faillite, était désormais la référence en matière de responsabilité d'entreprise, et ses profits explosaient au rythme de sa réputation. Serena, elle aussi, avait changé. L'incident l'avait forcée à sortir de l'ombre. Tout en préservant farouchement son anonymat public, elle avait assumé son rôle de leader au sein de son propre empire. Elle n'était plus une simple partisane silencieuse. Elle était une architecte active. La terrible confrontation du vol 723 lui avait appris une dure leçon, le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la propriété, mais dans la gestion. Il ne suffisait pas d'acheter une entreprise. Il fallait être responsable de son âme. C'est ce nouveau sens des responsabilités qui l'a conduite,
par un mardi après-midi maussade, dans un immense centre de logistique et de distribution en périphérie de Londres. SM Capital venait d'acquérir ce centre dans le cadre d'une expansion stratégique de sa chaîne d'approvisionnement. Serena effectuait une visite discrète, parcourant les vastes entrepôts et observant le balai complexe du commerce. Elle se trouvait dans le bureau central de répartition, une pièce vitrée surplombant une mer de camions, lorsqu'elle entendit une voix grésillant dans l'interphone, dirigeant les véhicules avec une précision lasse. C'était une voix dépouillée de son arrogance passée, mais qui conservait un timbre profond et sonore, instantanément, terriblement familier. Unité 44, vous êtes en route. Direction la base 17 pour redistribution. Accusé de réception. Serena s'immobilisa net. Son guide, le responsable de l'établissement, la regarda, inquiet. Mademoiselle Monroe, tout va bien? Serena ne répondit pas. Elle fixait les rangées de répartiteurs penchés sur leurs écrans, le visage baigné par la lueur verte du logiciel de localisation. Et puis elle le vit. Il avait maigri, les épaules voûtées, dans une posture de défaite permanente. Ses cheveux argentés, autrefois fiers, étaient ternes et négligés. Il portait un casque bon marché et effiloché et fixait intensément son écran à un homme entièrement absorbé par le monde restreint et gérable qui s'offrait à lui. C'était Marcus Thorne. Une sensation étrange et froide envahit Serena. Ce n'était ni du triomphe, ni de la colère. C'était la sensation troublante de voir un fantôme. Le directeur de l'établissement, voyant son regard fixe, murmura « Ah, c'est Thorne. Un peu grincheux, mais c'est notre meilleur répartiteur. Un ancien militaire, je crois. Il fait avancer les camions comme une horloge. J'aimerais lui parler, dit Serena d'une voix douce mais ferme, en privé. Le manager parut perplexe, mais obtempéra aussitôt. Quelques minutes plus tard, Marcus Thorne fut conduit dans un petit bureau stérile. Il entra d'un pas traînant, les yeux rivés au sol, pensant avoir des ennuis pour une infraction mineure. « Vous vouliez me voir, monsieur Davis ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Ce n'était pas moi, Marcus », dit le manager en faisant un geste vers Serena avant de sortir discrètement et de fermer la porte derrière lui. Thorne releva lentement la tête. Son regard croisa celui de Serena. Pendant 10 secondes, il la fixa simplement, le visage affaissé, comme un masque d'incompréhension. Puis il comprit. Ce n'était ni un éclair de colère ni un éclair de peur. Ce fut un lent et catastrophique effondrement. Les derniers vestiges de sa fierté, les minces murs qu'il avait construits autour de sa honte, se réduisirent en poussière. Il rétrécit visiblement, son visage prenant une teinte gris cendré tacheté. Il ressemblait à un homme qui venait de voir l'incarnation de sa propre damnation. Il ouvrit la bouche, mais seul un son sec et rauque en sortit. Serena s'approcha de la fontaine à eau et se versa une tasse d'une main parfaitement ferme. Elle la posa sur la table devant lui. Il le regarda comme si c'était du poison. « Je ne suis pas venu pour ça, monsieur Thorne, dit-elle d'une voix égale, dénuée de toute accusation. C'est une coïncidence. Mais maintenant que nous sommes là, je dois vous poser une question. » Il retrouva enfin sa voix, un murmure rauque et brisé. « Je suis désolé. Je jure devant Dieu, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. »« Je sais que tu regrettes les conséquences, » répondit Serena, le regard fixe, « mais là n'est pas ma question. Ma question est, pourquoi? Non pas pourquoi tu as perdu ton sang-froid, mais pourquoi tu m'as regardé à ce moment-là et as décidé que c'était moi qui n'avais rien à faire ici. » La question flottait entre eux. C'était la question qui comptait. Elle allait au-delà de la gifle, au-delà de la dispute pour un sac. Elle touchait au cœur du problème. Thorne releva enfin les yeux et, pour la première fois, Serena vit autre chose qu'une fierté brisée dans ses yeux. Elle y vit une lueur de conscience authentique et douloureuse. Parce que c'était facile, murmura-t-il, cet aveu lui coûtant tout. Parce que tu étais différent. Tu ne ressemblais pas aux autres. Tu étais calme, jeune, et j'étais le capitaine. J'étais aux commandes. Dans mon monde, tout était ordonné. Chacun avait sa place. Et toi, tu ne correspondais pas à l'image que j'en avais. C'était arrogant. C'était mal. Ce n'est que lorsque j'ai tout perdu que j'ai réalisé que c'était la photo qui posait problème, pas toi. Il finit par craquer, les épaules secouées par des sanglots silencieux et violents. Il ne pleurait pas sa carrière perdue, ni sa maison, ni sa femme. Il pleurait l'homme qu'il avait été, la triste vérité des préjugés qu'il avait portés si longtemps sans le savoir.
Serena l'observa un long moment. Elle ressentit une pointe de pitié inattendue, une profonde pitié. Ce n'était pas un monstre. Il n'était qu'un homme imparfait, brisé, qui avait été détruit par sa propre ignorance. Elle n'était pas venue pour s'excuser et elle n'avait pas offert son pardon. Ce n'était pas son rôle. Son expiation était entre lui et le Dieu en lequel il croyait. Son rôle dans sa vie était terminé. Merci pour votre honnêteté, dit-elle doucement. Elle se retourna et quitta la pièce, le laissant seul avec ses fantômes et la tasse d'eau, toujours intacte. Des mois plus tard, Serena prenait un vol New York-Singapour à bord d'un A350 Dora Airlines. Elle était assise en première classe, non pas comme inspectrice, mais comme passagère. En s'installant, elle remarqua la copilote qui effectuait une dernière vérification de la cabine. C'était une jeune femme de couleur, vive et sûre d'elle, qui souriait chaleureusement aux passagers. Plus tard pendant le vol, Serena a vu une hôtesse de l'air passer près de 10 minutes à expliquer patiemment le système de divertissement dans un espagnol approximatif à un couple de personnes âgées, agenouillées à côté de leur siège pour être à leur niveau des yeux. Un sentiment de satisfaction profonde et silencieuse enveloppa Serena. Ce n'était ni l'excitation d'une victoire ni la douce revanche d'une punition. C'était la quiétude profonde et sereine d'une bâtisseuse qui contemple son œuvre, debout, solide et authentique. Les résonances de cette journée terrible s'effaçaient peu à peu, remplacées par une nouvelle harmonie, plus juste et plus lumineuse. Elle inclina la tête en arrière, ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle savoura simplement le vol. Le cercle vicieux était brisé. La passagère invisible avait accompli sa mission. Ainsi, le roi fut détrôné et le complice humilié. L'histoire de Marcus Thorne rappelle avec force que la véritable autorité ne se mesure ni à l'uniforme, ni au titre, mais bien au caractère et au respect. Que les préjugés, eux, ont un prix capable de ruiner une vie consacrée à une œuvre. Serena Monroe aurait pu anéantir la compagnie aérienne. Mais elle a choisi de la reconstruire, transformant un moment d'humiliation intime en une force puissante de changement positif. Elle a démontré que le véritable karma ne se limite pas à la sanction, il incarne aussi le renouveau. Que auriez-vous fait à sa place? Comment auriez-vous réagi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire montre que, parfois, la voix la plus discrète dans une pièce est aussi la plus puissante. Si vous croyez au pouvoir du karma et aimez les récits où l'arrogance rencontre son égal, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec quelqu'un qui doit la voir, et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres drames inspirés de faits réels où la justice triomphe. Merci de votre attention.